Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. C'est l'heure du journal de l'Afrique. On commence avec les titres de cette édition. La communauté économique des États de l'Afrique centrale a pris une décision qui n'est pas sans conséquence. Elle a choisi de laisser la Guinée équatoriale en rester la présidente pour une année supplémentaire. De quoi provoquer la colère de Kigali qui a décidé de quitter l'organisation. Nous parlerons également du Kenya où les contenus à caractère sexuel sont de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux. Alors que la pornographie y est interdite et punie par la loi, de nombreuses femmes utilisent des plateformes telles que TikTok ou Telegram pour diffuser des contenus suggestifs et gagner un peu d'argent. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis nous recevrons notre invité du jour, Ladji Ouattara, expert de la situation sécuritaire au Sahel. Nous parlerons de la recrudescence des attaques djihadistes dans la région, des échecs de la CEDEAO qui vient de fêter ses 50 ans, ainsi que de l'Alliance des États du Sahel. On ouvre ce journal avec cette décision prise hier par le Rwanda. Kigali quitte la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Les autorités rwandaises dénoncent le fait de ne pas avoir pu en assurer la présidence tournante. C'est actuellement la Guinée équatoriale qui la dirige et sa présidence a été prolongée d'une année supplémentaire hier. Les détails avec notre correspondante à Kigali, Juliette Montilly. Le Rwanda claque la porte de la communauté économique des États d'Afrique centrale. L'annonce a été faite via un communiqué du ministère rwandais des Affaires étrangères. En cause, le refus opposé à Kigali d'assumer la présidence tournante de l'organisation, comme cela devait être le cas. Un refus qui fait suite à l'objection de la République démocratique du Congo, appuyée par le Burundi. C'est finalement la Guinée équatoriale qui a été maintenue à la présidence, ce que le Rwanda a dénoncé comme une violation des principes normalement garantis par les textes de l'organisation. Dans son communiqué, Kigali a également condamné l'instrumentalisation de la CEEAC par Kinshasa. Tout cela illustre les tensions diplomatiques dans la région liées à l'offensive du M23 dans l'est de la RDC. Le Rwanda est accusé de soutenir le groupe rebelle en envoyant des troupes et des armes, ce que Kigali a toujours nié. La CEEAC, qui a pour but de favoriser la coopération entre ses États membres, notamment en matière de sécurité et d'économie, fait donc face à une crise alors qu'elle lance sa zone de libre-échange à partir du 30 août 2025. Pour l'instant, on ne sait pas quand ni comment le retrait du Rwanda prendra effet. On part maintenant au Kenya où les contenus suggestifs sont de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux. Dans un pays où la pornographie est interdite, mais pour arrondir leur fin de mois, de nombreuses femmes diffusent des vidéos, parfois à caractère sexuel, sur des plateformes classiques telles que TikTok ou Telegram. Regardez ce reportage de notre correspondante à Nairobi, Olivia Bizot. Merci dans son direct sur TikTok depuis 2 ans. Comme elle, de nombreuses femmes kenyanes utilisent le réseau social pour arrondir leur fin de mois. Quand vous êtes en direct, les gens vous offrent des cadeaux. Il y a plein de cadeaux différents. S'ils m'envoient une rose, je gagne un shilling. Ils peuvent aussi offrir d'autres choses, des donuts par exemple. Ces vidéos rapportent à merci seulement quelques euros. Alors certaines vont plus loin. Les gens se connectent en majeure partie la nuit. À ce moment-là, vous pouvez trouver des femmes qui twerkent sur leur lit. Elles reçoivent beaucoup plus de dons. D'autres vont montrer leur corps. Elles commencent par leurs genoux, puis remontent vers leurs cuisses. James était modérateur pour TikTok il y a 2 ans. Officiellement, la plateforme interdit les contenus à caractère sexuel, mais la réalité est différente. Les créateurs de contenu utilisent de l'argot pour éviter les mots interdits par la plateforme et éviter la modération. Par exemple, ils vont utiliser le mot « nyonga » pour éviter de dire « touche-toi ». TikTok gagne de l'argent grâce à ses contenus érotiques. La plateforme en bénéficie. Depuis mars, l'organe kényan de régulation des communications dit surveiller ces contenus. Mais pour l'instant, les réseaux sociaux restent une zone grise. Il serait important d'avoir des lois claires et concises. Cela permettrait d'éviter des situations où la loi est appliquée de manière subjective. Par exemple, des policiers s'en sont déjà pris à une jeune femme qui dansait de façon suggestive en disant qu'elle se prostituait. Au Kenya, les travailleuses du sexe sont souvent stigmatisées et violentées. Les réseaux sociaux semblent en apparence garantir une forme de sécurité. Mais de nouvelles menaces apparaissent également. Plusieurs performeuses ont déjà signalé du cyberharcèlement.
Dans le reste de l'actualité, le président congolais Félix Tshisekedi appelle à une mobilisation générale des forces de sécurité, alors que les autorités constatent une recrudescence des braquages à main armée à Kinshasa. Hier encore, 3 hommes à moto ont braqué un pick-up qui transportait un ressortissant chinois ainsi que son chauffeur congolais. Dans la capitale, les braquages deviennent quasi quotidiens. Un voyage qui aurait pu mal se terminer pour Kaby Lame, le TikToker le plus suivi au monde, a pu quitter les États-Unis quelques heures après avoir été arrêté à l'aéroport de Las Vegas. Il était accusé d'avoir dépassé la durée de validité de son visa. Le jeune Italo-Sénégalais, aux plus de 162 millions d'abonnés sur TikTok, s'est vu accorder vendredi un départ volontaire par la police américaine de l'immigration. Et puis au Mali, il ne reste plus aucun soldat sur le camp militaire de Boulkessi. L'armée a décidé de se retirer après de nouvelles attaques jeudi attribuées à des djihadistes. Le camp de Boulkessi se trouve dans le centre du pays. Dimanche dernier, déjà 30 soldats avaient perdu la vie dans une attaque revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Ces événements surviennent dans un contexte de recrudescence des violences au Sahel. Et justement, ces violences au Sahel, on va en parler avec notre invité du jour, Ladji Ouattara, docteur en relations internationales et enseignant à l'INALCO. Bonjour. Bonjour Cérine. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes expert de la situation sécuritaire au Sahel. Vous avez publié un livre, Sahel, enjeux géopolitiques et stratégiques au XXIe siècle, aux éditions Karthala. J'aimerais qu'on parle de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui vient de fêter ses 50 ans. C'était le 28 mai. Parmi ses membres, elle ne compte plus des États tels que le Mali, le Niger ou encore le Burkina Faso. Quel bilan vous tireriez de cette organisation? Alors, ce que je voudrais dire, c'est que la CEDEAO n'est pas à sa première crise de ce genre. Rappelez-vous, en décembre 2000, la Mauritanie avait quitté la CEDEAO pour rejoindre le projet de création de l'Union du Maghreb arabe, qui, face à cet échec, qui a demandé à réintégrer la CEDEAO en 2017. Et donc, cette crise est inédite en ce sens qu'elle regroupe quand même 3 pays dans un contexte particulièrement difficile, surtout du point de vue sécuritaire. Mais ceci dit, la CEDEAO a quand même beaucoup d'acquis. Je peux peut-être relever notamment le protocole de la CEDEAO de 1979, notamment sur les voyages, sur le droit de résidence au sein de l'espace communautaire. Et à cet égard, la CEDEAO et les Africains de l'Afrique de l'Ouest étaient en avance, même sur l'Union européenne, puisque les accords de Schengen ont été adoptés en 1995, alors 16 ans après la CEDEAO. Et donc, la CEDEAO a un bon bilan à cet égard, même si elle n'a pas pu suffisamment être résiliente et s'adapter aux crises que nous connaissons actuellement. Ces dernières années, la CEDEAO a essuyé de nombreuses critiques à ce sujet. J'aimerais qu'on écoute le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, lors de sa visite à Ouagadougou. On reviendra ensuite vers vous. Très bien. Ne pas être panafricaniste et souhaiter que les ensembles, les fragiles ensembles que nous avions peiné à rassembler éclatent. S'il y a coup d'État, qu'est-ce qui a amené les coups d'État? Et pourquoi, quand les gens font des tripotages constitutionnels, la CEDEAO ne parle pas? Quand des gens briment des opposants, la CEDEAO ne parle pas? Jusqu'à ce que certaines situations arrivent, on sort des communiqués, on fait des embargos et on menace d'intervenir militairement. Est-ce que vous êtes d'accord avec Ousmane Sonko? Alors, je peux difficilement ne pas être d'accord avec Ousmane Sonko, en ce sens que ce que Ousmane Sonko relate, c'est son histoire en tant qu'opposant qui avait un idéal pour son pays. Quand il parle de brimade des opposants, il a été en prison. On sait qu'avec son compagnon Diomaye Faye... Il n'a pas pu se présenter lui-même. Exactement. Ils sont sortis quasiment 2 semaines avant les élections, avant de pouvoir remporter. Donc, ce sont des échecs de la CEDEAO. Il est indéniable. Et donc, ce qu'il dit, c'est des constats, c'est des faits palpables. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avancer. La CEDEAO, en tant qu'organisation régionale, comme toutes les autres organisations régionales, on parle aujourd'hui du cas du Rwanda qui se retire de l'Organisation de l'Afrique centrale, de l'Union européenne, des Nations unies, toutes les organisations internationales aujourd'hui, dans un contexte mondial affecté par des crises inédites. Les organisations doivent aujourd'hui s'adapter, être suffisamment résilientes. Et donc la CEDEAO, notamment dans la gestion de la crise au Sahel, n'a pas eu le leadership approprié, il n'a pas pu apporter les réponses adaptées pour soutenir les États à sortir d'abord de la situation de crise sécuritaire, mais aussi après les coups d'État, n'a pas pu avoir la bonne approche et donc a pu adopter des sanctions qui allaient même au-delà de ces textes. Et donc en cela, je suis tout à fait d'accord avec Ousmane Sonko, mais aujourd'hui ils sont à l'œuvre, ils ne sont plus des opposants pour critiquer.
D'ailleurs, si vous vous rappelez, quelques mois après son élection, le président Diomaye Faye a été choisi par la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest pour mener des négociations auprès des États de l'AES. Et donc, c'est justement sur ce terrain, on attend aussi le Premier ministre Sanko afin de faire des propositions concrètes qui puissent aider cette organisation régionale à jouer pleinement son rôle au bénéfice des populations d'Afrique de l'Ouest. Vous parliez de l'AES, elle a été fondée il y a 2 ans par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Est-ce qu'elle est efficace, cette organisation, plus que la CEDEAO? Alors, le bilan est extrêmement mitigé. L'AES a eu des bilans positifs. Notamment en 2 ans d'existence, on a vu qu'en termes d'intégration, de partage de renseignements, de partage d'équipements, les frais d'itinérance, une banque d'investissement qui va être mise en œuvre, une mobilisation, le général Salifou Modi l'a annoncé, de plus de 5 000 soldats. Et surtout, un élément important, c'est que tout ceci se fait à travers un financement local. Et donc, ils ont dû aussi déployer une diplomatie que je qualifierais d'un quadrilatéralisme ad hoc, où justement on voit ces 3 ministres des Affaires étrangères à Moscou, à Casablanca, pour mener des négociations extrêmement pragmatiques. Mais derrière cela, on a quand même des faits qui nous interpellent. Vous parliez tantôt du cas de Bolkessi, où on a des attaques qui deviennent quotidiennes. Quand on prend le cas du Mali, on a le couvre-feu qui est installé dans des régions du centre, ce qui est quand même inédit. Le Sahel est devenu aujourd'hui, notamment depuis 2023, l'épicentre du terrorisme mondial. Et donc, les bilans sont extrêmement inquiétants. Quand on prend le cas du Burkina Faso, on a aujourd'hui plus de 6 000 écoles qui sont fermées, avec plus d'1 million d'enfants qui ne vont pas à l'école, qui constituent des recrues potentielles pour les groupes terroristes. Et donc, clairement, au vu de la situation sécuritaire, l'AES doit questionner sa stratégie, son rapport à son voisinage immédiat, ses stratégies de sécurité. Donc l'AES ne peut pas lutter seule contre le djihadisme? Absolument pas. Le terrorisme est quand même une menace asymétrique et hybride. Et donc c'est une menace qui se combat à travers une coopération internationale renforcée, à travers un soutien des pays environnants, mais aussi à travers... en interne, c'est une menace qui se combat avec tout le monde, avec toutes les forces vives de la nation, pas contre tout le monde. Notamment ce qui va à contre-courant de ce on observe, notamment les partis politiques qui sont supprimés, les médias qui ne peuvent pas s'exprimer, la société civile. Et on voit une crise identitaire, la question Peul, la question au nord du Mali, la question Touareg qui persiste depuis 1962. Et donc, il faut une approche holistique pour justement combattre la menace terroriste au Sahel. Est-ce que l'AES a pour objectif d'inclure d'autres pays dans l'organisation? Est-ce qu'elle est attractive? On voit bien que certains pays ne diraient pas non pour la rejoindre, comme le Togo. Oui, mais quand même, là, il faut aussi relever que l'AES doit faire attention à ne pas être un outil de géopolitique aux mains d'autres acteurs. On voit très bien que la Russie, justement, pour combler son isolement, a renforcé son partenariat. On voit aussi très bien que le Maroc, pour renforcer les activités du port de Dakhla, et surtout dans sa concurrence traditionnelle ou historique avec l'Algérie, a aussi besoin de l'AES. Et le Togo, on voit très bien que les activités du port de Lomé ont été extrêmement renforcées. Et donc, et surtout, le président Faure qui, notamment après la réforme constitutionnelle, va commencer un 5e mandat. Et donc, on voit très bien que cela répondait à des enjeux de politique au niveau local. Et donc, mais ceci dit que l'AES doit quand même se focaliser sur l'essentiel, notamment la sécurité et le bien-être des populations du Sahel. Merci beaucoup, Ladji Ouattara, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.